avec nous pour le débat politique de ce club. Éléonore Carrois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Députée Ensemble pour la République des Français établis hors de France, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Rachid Temal, bonjour. Merci également d'être là. Sénateur socialiste du Val d'Oise, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Et Léon de Fontaine, bonjour. Merci d'être là. Porte-parole du Parti communiste. Vous allez débattre de la situation de la guerre en Ukraine alors que Trump et Poutine doivent se parler aujourd'hui et qu'un sommet européen doit avoir lieu en fin de semaine. L'Europe doit-elle augmenter son aide pour pallier les revirements des États-Unis? Le financement de l'effort de défense aura-t-il un impact sur notre modèle social? François Bayrou a-t-il raison de dire que le contexte international empêche un retour à la retraite à 62 ans? Vous nous direz ce que vous en pensez, Alex. La stratégie vis-à-vis de l'Ukraine ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. Et oui, on verra que les parlementaires français sont divisés sur le soutien à l'Ukraine et le réarmement de l'Europe. On voit ça dans quelques instants. On commence par l'actualité dans nos régions. Et pour voir l'actualité dans nos régions, on va à Pau où on retrouve Nicolas Rebière. Bonjour Nicolas, merci d'être là, rédacteur en chef de la République des Pyrénées. Nicolas, les ministres Agnès Pannier-Runacher et Laurent Saint-Martin étaient à Lacs hier pour la pose d'une première pierre d'une usine de recyclage et de raffinage de terres rares. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, sur les enjeux ? Alors c'est un projet qui est regardé de très près par le gouvernement français, mais aussi japonais, figurez-vous, puisqu'il y avait en plus de deux ministres, un représentant du ministère de l'économie, du puissant ministère de l'économie du Japon. C'est une usine qui va s'appeler Caremag, qui doit être prête d'ici 2 ans, et qui permettra de recycler les terres rares qu'on trouve dans les aimants, notamment ce qu'on appelle les aimants permanents, ceux qui n'ont pas besoin d'électricité pour aimanter, mais aussi qui recyclera les terres rares lourdes qu'on appelle, c'est-à-dire des terres rares qu'il y a besoin d'affiner pour aller récupérer ces précieux minerais dont on parle si souvent. Au départ, le projet Caremag, porté par une PME lyonnaise qui s'appelle Carester, concernait l'unique recyclage des aimants. Mais on a bien vu combien, avec la guerre en Ukraine notamment et les tensions internationales, les terres rares, la question des terres rares se pose de plus en plus et devient un symbole, on va dire, de souveraineté nationale. Dès lors, le projet a grossi. Et Caremag a grossi avec, c'est-à-dire que désormais l'usine, Carester va investir 216 millions d'euros pour à la fois recycler les aimants en fin de vie et récupérer les terres rares, ces fameux métaux précieux qui rentrent dans la composition notamment de voitures électriques, mais aussi pour raffiner des terres rares. Vous savez qu'en Europe, l'année dernière, 98% des terres rares qui ont été nécessaires à l'industrie venaient de Chine. Donc c'est une vraie question de souveraineté qui se pose à Lacs. Et Nicolas, au-delà de ce projet, c'est aussi un bassin industriel qui reprend vie. Oui, alors ça c'est intéressant parce que Lac au départ c'est une question le bassin de Lac c'est une question de souveraineté. Les plus anciens connaissent l'épopée du gaz de Lac qui a commencé dans les années 60. C'est un gaz qui a chauffé la France, un quart de la France, c'est-à-dire un quart des besoins français entre les années 60 et les années 80. Le gisement de gaz s'est essoufflé, s'est tari au fil des années. Cela dit, on continue d'extraire du gaz de Lac, même depuis 2013 où il n'y a plus d'exploitation commerciale de ce gaz. Et entre-temps, ce bassin est en train de se reconvertir vers les énergies renouvelables. Total Energy, qui a fait sa puissance via Elf Aquitaine depuis le bassin de Lac, poursuit des investissements. Par exemple, ils ont installé le plus gros biométhaniseur de France à Lac. Vous avez l'exemple de Carester et des terres rares. Et arrive le projet Élise Énergie, qui est un projet de fabrication à partir de la biomasse de e-biocarburants pour le transport aérien. Donc c'est vraiment un bassin qui voit son évolution au travers notamment de lourds investissements ces prochaines années autour des énergies renouvelables. Merci Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de la République des Pyrénées. C'est un autre sujet, route, panneau à contresens. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Nicolas Rebière d'avoir été avec nous. On va commencer en parlant de ce sujet puisque la question des terres rares, ça fait aussi partie du débat sur la guerre en Ukraine et notamment des discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ça pose aussi la question de la souveraineté, Léon de Fontaine. Bien sûr, la question de l'indépendance totale de la France, de l'Europe, du continent européen
européen vis-à-vis et de la Russie et des États-Unis. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ça va dans le bon sens. C'est des mesures aussi bien environnementales qu'en faveur de l'emploi et je pense que c'est plutôt ce modèle écologique-là qu'il faut défendre à l'échelle nationale. Après, je déplore le 2 poids 2 mesures de la part du gouvernement qui va poser une première pierre dans les Pyrénées-Atlantiques pour une usine de recyclage, mais qui parallèlement ne apporte aucune réponse à la fermeture potentielle d'ArcelorMittal en France. Potentiellement, dans 10 ans, on produit plus d'acier sur le territoire national, et si on n'a plus d'acier, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'industrie, ça veut dire qu'on va parler d'armement, mais on ne pourra pas produire d'obus si on ne produit pas la matière première pour permettre de faire des obus et des armes pour créer une défense nationale. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être cohérent à tous les niveaux et agir pour une réindustrialisation de notre pays qui permettra en effet de retrouver notre souveraineté. Il y a un 2 poids 2 mesures de la part du gouvernement? Non, pas du tout. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire réindustrialiser, mais dans le bon sens. L'exemple de Lacq est effectivement un très bon exemple parce qu'on voit qu'on n'a pas à opposer industrie et écologie et que justement on est en train de parler d'une usine de recyclage, mais pour des industries lourdes. Et vous parliez tout à l'heure d'ArcelorMittal. Moi, j'ai envie de vous parler des fonderies de Bretagne, par exemple, qui étaient dans un plan de cessation de paiement, qui vont être reprises pour notamment fabriquer des obus. Donc, lorsqu'on dit on va se donner les moyens de se réarmer, ça veut dire qu'on va justement soutenir ces plus de 4000 entreprises qui sont parfois des grands groupes industriels, mais aussi des PME françaises, qui sont à la fois dans l'industrie militaire, mais aussi dans l'industrie civile, et on va leur donner les moyens de produire plus, mais aussi de produire mieux et de produire de manière plus respectueuse de l'environnement. Rachid Temal, sur ce sujet. Là, on voit bien qu'on peut jouer. Moi, j'ai une usine, j'en ai contre une autre. La question, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Parce que si on prend, par exemple, la question de la poudre noire qui permettait de faire les obus, on a abandonné en France parce qu'à l'époque, on pensait que d'autres pays produisaient et qu'il suffisait d'acheter. Et on voit bien que ce qui a changé avec l'Ukraine ces dernières années, c'est que penser qu'on peut juste avoir un rapport commercial au reste du monde peut poser problème. Donc, ce qu'il faudrait en France, c'est une stratégie, notamment si on est sur les terres rares, c'est ce que vous évoquez. Après, j'élargirai si vous le souhaitez, mais là-dessus, il n'y a pas de stratégie. Un pays qui a une stratégie s'appelle la Chine. Ça fait des années qu'ils ont entrepris une stratégie mondiale sur ces questions-là. Les États-Unis, les propos de Trump sur notamment le Groenland ou autre, c'est ça. Donc, moi, je dis pas, donc il faut aujourd'hui une vraie stratégie. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir comme débat. Parce que sinon, on aura toujours ce débat-là, et puis dans 3 ans, 4 ans, on se demandera comment on fait, comme sur l'industrie. Pardon, juste une question, mais là, vous parlez de la Chine et des États-Unis qui ont des stratégies de prédation, c'est-à-dire Donald Trump qui dit... Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on a une stratégie interne. Si, on a justement, l'exemple de Lacq, c'est cet investissement massif, c'est une stratégie, mais on est en train de regarder en interne. Non, c'est pas ça. Moi, la question que je vous pose, c'est... Non, mais pardon, j'avais juste une question. Vous dites, est-ce qu'il faut faire comme le Trump et comme la Chine, c'est-à-dire aller chercher les terres rares de tout le monde? Simplement que d'autres pays ont des stratégies, on peut ne pas copier la façon de faire la stratégie. Parce que moi, je suis contre la stratégie de Donald Trump, par exemple. Personne n'est d'accord autour de ça. Non, mais c'était ma question. Bon, d'accord. Donc c'est ça votre question, la réponse est non. D'accord. Alors, les citez pas en exemple. Si on fait ça sérieusement, non, mais je veux dire par là, eux, ils ont une vision. Nous, on n'a pas de vision parce que vous me donnez une usine contre une autre usine, ça ne fait pas une stratégie et on ne peut pas s'arrêter juste à une logique française. Parce que les terres rares, la question, c'est que c'est où ils se trouvent. Donc, moi, ce que je dis, il faut une vraie stratégie nationale sur ces questions-là et européenne. Parce que sinon, tous les autres débats, je rappelle que, par exemple, pour faire la transition énergétique, il nous en faut également. La transition technologique, il nous en faut également. Donc, on peut toujours se regarder en disant on va être super. Si on n'a pas le point de départ, ça ne marche pas. Donc, il faut une stratégie plutôt que de dire chacun va poser sa petite pierre et sa petite première pierre d'une usine. C'est bien, c'est une bonne chose, ça ne fait pas une stratégie. On va parler d'une autre stratégie, celle à adopter vis-à-vis de l'Ukraine. Donald Trump et Vladimir Poutine qui doivent se parler aujourd'hui. Le président russe acceptera-t-il le cessez-le-feu proposé par le président américain? C'est toute la question. Et Alex, un point, parce que les parlementaires, ils ne sont pas unanimes sur la stratégie à adopter en Ukraine. Oui, un exemple. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, une majorité de députés ont voté en faveur d'une proposition de résolution de soutien à l'Ukraine. Un texte qui appelait notamment au réarmement de l'Europe, à l'utilisation des 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés, des avoirs publics. Et puis, ce texte appelait également à une adhésion prochaine de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, les députés du bloc central, les socialistes, les LR, les écologistes ont voté pour ce texte. Mais en revanche, par exemple, le Rassemblement national s'est abstenu avec des débats très houleux. Je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre. Moi, je vous encouragerais à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Les seuls va-t-en-guerre qui existent, ils sont au Kremlin, ils sont à Moscou, ce sont vos amis, vous les avez soutenus pendant des décennies.
Et notez que les Insoumis et les communistes ont voté contre ce texte de soutien à l'Ukraine. Léon de Fontaine, pourquoi les communistes ont voté contre ce texte de soutien à l'Ukraine ? Parce qu'à notre sens, il ne répond pas au moment, au contexte. Il y est posé par exemple l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne dans ce texte, bien évidemment, que nous avons voté contre. Il est hors de question que ce débat ne puisse se faire sans les Français. Ça aura des conséquences dramatiques, sur notre balance commerciale en interne de l'Europe. Et moi, je souhaite qu'on ait le débat avec les Français, et pas uniquement à l'Assemblée nationale, sur la question de l'adhésion d'un nouveau pays à l'Union européenne. Et le deuxième sujet, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on puisse aussi discuter d'une diplomatie à l'échelle française. Pourquoi pas discuter comment le continent européen peut peser davantage dans les négociations. Mais moi, j'aimerais qu'on ait en effet une stratégie. Monsieur, tout à l'heure, déplorait le fait que la France a un manque de stratégie sur la réindustrialisation de la France, mais on a un manque de stratégie sur nos relations internationales. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui sur le plan de paix en Ukraine ? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur la trêve en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine ? On a un grand absent du débat. On a Donald Trump qui discute avec Vladimir Poutine de la répartition de l'Ukraine. Mais si on veut que le peuple ukrainien soit respecté, il faut que la France et l'Union européenne puissent agir dans les négociations, et notamment pour trouver une paix juste et durable dans cette région. En l'occurrence, ce texte n'esquissait rien de cela. En revanche, moi je partage l'idée qu'il faut en effet réarmer la France, permettre de retrouver notre indépendance, notre souveraineté. Le problème, c'est que ça fait des décennies qu'on a délaissé notre défense nationale aux États-Unis. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des intérêts divergents. Donc je salue le fait que Mme von der Leyen dise qu'il faut permettre de redonner de l'air aux pays membres de l'Union européenne pour pouvoir pour pouvoir recréer une défense nationale. Maintenant, je le dis aussi, le réarmement, il n'est pas que militaire. Si on veut retrouver notre indépendance, on en discutait tout à l'heure, il y a aussi un réarmement énergétique. Retrouvons notre pleine indépendance énergétique, donnons-nous cet objectif. Malheureusement, les choix qui ont été faits ces dernières années, notamment par Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est la fermeture de Fessenheim. Je salue qu'il ait changé de point de vue là-dessus et de réouvrir de nouvelles centrales nucléaires, mais on a perdu des décennies de réinvestissement dans le parc nucléaire pour retrouver notre indépendance. C'est un réarmement industriel, c'est un réarmement en matière de recherche, en matière de développement, et tout cela, pour l'instant, il y a un manque cruel de stratégie. Rachid Temal, la gauche s'est divisée sur ce sujet. Vous n'êtes pas d'accord avec les arguments de Léon de Fontaine ? Non, mais moi je regarde surtout d'abord, parce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, vous avez l'extrême droite, d'ailleurs multiple, celle qui est au Parlement et celle qui est dans les médias. Et dans les deux cas, parce que c'est intéressant, le président public fait un discours, qui sont les premiers toute la journée à expliquer ? Un groupe qui explique qu'en fait la France va en guerre et qu'il faut plutôt s'aligner sur le Kremlin. Je comprends l'extrême droite, parce que c'est leurs banquiers qui sont donc alignés sur Poutine, et puis leur modèle, c'est Trump. Mais c'est aujourd'hui un vrai sujet dans notre pays. Donc moi, si la question, c'est pas le problème de la gauche, chacun a sa position, nous n'avons pas la même position. Voilà. Nous, depuis le début, les socialistes, ce que nous disons, c'est qu'il faut le droit international et le respecter et soutenir effectivement les Ukrainiens. Je rappelle que Poutine, il en est à sa deuxième guerre d'Ukraine. Et qu'il y avait un accord aussi en 91, donc il a rien respecté. De là, la question qui est posée aujourd'hui, il faut trouver une façon de faire en sorte que l'Ukraine, il y a une paix. Et donc la question que nous est posée, nous, c'est comment nous, Européens, Français, on peut participer à cela pour qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre derrière cela. Mais ça ne veut pas être de céder à M. Poutine, comme de céder à une sorte de nouveau trio d'ailleurs, il faudrait être honnête, entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Donc c'est ça qu'on doit porter comme débat. Et Emmanuel Macron le porte ? Il le porte, en tout cas, ce qu'il a dit, nonobstant l'histoire des impôts et du modèle social, ce qu'il a dit l'autre fois à la télé nous convient bien. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut regarder le monde tel qu'il est. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi changer beaucoup de choses en France, non pas le modèle social, ça ce serait une connerie, mais en tout cas, apporter les mesures nécessaires. On va l'évoquer tout à l'heure sur les finances, mais en tout cas, nous, sur l'Ukraine, nous avons toujours soutenu l'Ukraine, ils nous ont pris des positions, les socialistes, et effectivement, sur la question de l'OTAN et de l'Union européenne, personne dit demain matin. Personne dit demain matin. D'ailleurs, il y a des pays, je rappelle, qui sont dans le couloir pour adhérer ou pas depuis tant d'années, donc c'est pas le sujet. La question qui est posée, c'est est-ce que politiquement, on donne un signal pour dire on ne pouvait pas imposer, vous étant la Russie, imposer un pays autre chose. Le choix de l'Ukraine, il est souverain. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là ? C'est le jour où l'Ukraine a décidé de dire mon avenir n'est plus vers Moscou, mais vers l'Europe. C'est ce qui s'est passé pour les États baltes. C'est ce qui s'est passé aussi plus tard pour la Suède et la Finlande qui ont adhéré à l'OTAN. Donc tout ça, c'est une réalité. Nous, on respecte les États et on souhaite la sécurité pour la France, la sécurité pour l'Europe. Et aujourd'hui, le seul fauteur de troubles, celui qui mène la guerre depuis 1999, son accession au pouvoir, c'est Poutine. Que ce soit dans l'ex-Union soviétique, dans le sud-est, que ce soit en Afrique, que ce soit en Libye, etc., et maintenant, et en Europe, et qui fait pression sur un nombre d'États. Donc l'agresseur, il est à Moscou.
Et ceux qui défendent, c'est tout le reste de l'Europe qui défendent un pays agressé. Il faut que les choses soient dites simplement et qu'on agisse en conséquence. Voilà ce que je veux dire à ce stade. Eleonore Caron. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, si on veut véritablement la paix, il y a une façon très simple de l'obtenir. Il suffit que Poutine retire ses troupes de l'Ukraine. Rappelons quand même qu'il y a un envahisseur et un pays qui a été envahi. Et ce sont des choses assez simples, mais ça vaut le coup de les répéter, surtout lorsque l'on voit cette petite musique en France, vous l'avez dit, à l'extrême droite, mais aussi dans d'autres pays qui voudraient mettre sur le même plan l'Ukraine qui se défend, qui se bat pour sa liberté et pour la liberté des autres pays européens. Et ça, il faut l'expliquer très simplement aussi. Vous voyez la Russie qui se réarme massivement. Vous voyez la Russie qui n'a pas respecté ses accords internationaux de paix en 2014, qui n'a pas respecté le protocole de Minsk, qui n'a pas respecté Minsk 2. Et bien aujourd'hui, vous pouvez vous poser légitimement la question de ce que veut la Russie. Et donc nous, l'Europe, on doit être là en soutien. Et le point de bascule se fait avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, avec l'attitude de l'administration Trump. Et nous devons évidemment accélérer ce soutien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu hors-jeu? Est-ce que la France, elle est un peu hors-jeu? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas réussi à imposer la France et l'Union européenne dans ces discussions? Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il le dit, il faut se réarmer en européen. Il faut agir en européen et il faut monter d'un cran dans notre défense collective. Pour cela, il ne faut pas être tout seul, il faut être à 27. Et il a déjà entamé, enfin je veux dire, on a fait des progrès à ce niveau-là. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on accélère encore cela? Moi, j'entends dire, on n'a pas les capacités, on n'a pas l'industrie nécessaire. Quand il a fallu le faire, on l'a fait. Et non, si on revient... C'est vrai, pas suffisamment, mais on a augmenté d'une manière historique notre budget de la défense. On l'a voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, avec la loi de programmation militaire et au Sénat, bien entendu. Lorsqu'en 2022, il a fallu augmenter par 4 la production de chars César, on l'a fait. Lorsqu'aujourd'hui, Dassault se prépare à faire 5 Rafales par mois, ils vont le faire. Donc on a la capacité. On a aussi, d'ailleurs, c'est une opportunité industrielle pour nos territoires. Mais aujourd'hui, il faut que l'on ait un alignement de la classe politique et on voit qu'il y a au sein de la classe politique française toute une partie qui nous dit on n'en a pas besoin, la paix de Poutine, ça nous convient très bien. En gros, donnons l'Ukraine à la Russie et ça, c'est tout à fait inacceptable. Je suis désolé, mais encore une fois, il y a le discours et puis il y a les actes. Enfin, je veux dire, ce que vous dites sur l'industrie de l'armement, c'est bien. En effet, on a augmenté le budget pour permettre à notre pays de se réarmer. Notre problème, c'est qu'on s'est rendu complètement dépendant, notamment d'autres forces et notamment des États-Unis. On a un exemple concret, Vancorex. L'entreprise Vancorex, aujourd'hui installée dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, pourrait être sur le point d'être vendue à des puissances étrangères. Elles sont indispensables pour notre souveraineté, notamment en matière aérospatiale, et donc indispensables pour la souveraineté en matière de défense nationale de notre pays. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel. On a énormément d'usines qui ont été indispensables pour réarmer notre pays, qui ont été vendues à des puissances étrangères. Alors, augmenter le budget de la France pour pouvoir se réarmer, c'est bien, à condition qu'on achète français, qu'on puisse acheter des armes françaises, qu'on puisse se défendre en France. Or, aujourd'hui, et depuis 7 ans en réalité, Emmanuel Macron a participé à la grande casse industrielle de notre pays qui nous a rendus dépendants des États-Unis. 66% aujourd'hui des matériaux militaires qu'on achète, on est obligé de les acheter à l'étranger parce qu'on est dépendant d'autres forces étrangères. C'est alarmant. C'est alarmant. Un mot là-dessus, après je donne la parole à Rachid Temal. Je vous laisse répondre, Eleonore Caron. Au contraire, la France a toujours porté le message d'un réarmement européen. Et d'ailleurs, nous sommes l'un des principaux pays producteurs au sein de l'Union européenne et on a une position qui est unique parce que nous sommes un pays doté. À partir de là, oui, vous avez raison, certains pays européens achètent américains et on fait confiance au parapluie américain, à la protection. Compris, hein. Et par exemple, quand vous prenez la Pologne qui a 60% de son matériel militaire qui vient des États-Unis, ça fait des années qu'on leur dit achetons en européen, produisons en européen. Et on a des industries, notamment l'industrie aérospatiale, l'industrie aéronautique dans laquelle on produit en européen. Et la France a toujours été leader sur ce point-là. Moi, je suis très contente d'entendre aujourd'hui dans d'autres partis à l'Assemblée nationale et au Sénat que vous êtes d'accord avec cette stratégie, mais s'il y a une cohérence du président de la République, ça a été de dire il faut que l'Europe soit forte, il faut une France forte. Et sur Vancorex, vous laissez la vente de Vancorex ou on pose la nationalisation dès maintenant? Vancorex, c'est indispensable pour notre souveraineté. On va la vendre à des puissances étrangères hors Union européenne.
Vous êtes en train de donner un exemple. Moi, je suis en train de vous parler de notre industrie. Non, il n'y a pas de stratégie. En réalité, non. En réalité, la stratégie, c'est celle dont on parle depuis le début de cette émission. C'est la stratégie de cette réinjection d'argent dans ces entreprises qui sont des entreprises... Vendre des usines sous pavillon français indispensables à la souveraineté à des pavillons étrangers, c'est ne pas avoir de stratégie en matière de défense. Écoutez, si vous voulez critiquer... Non, mais avec tout le respect que j'ai pour vous, d'abord, la stratégie sur la France, elle n'a pas démarré à 7 ans. Je rappelle que sur la question de la capacité militaire française et nucléaire, c'est De Gaulle, c'est Mitterrand, et c'est après Macron, si vous voulez. Mais enfin, là, on a l'impression... Ah oui, Macron aussi, on peut le dire. Ben, je viens de le dire, moi, contrairement... Non, parce que vous écrivez une histoire qui n'est pas vraie. Alors, je sais bien que dans le macronisme, tout démarre. Je rappelle, sans vouloir désagréable, qu'il y a quelques années, pas très longtemps, M. Macron disait que l'OTAN était en mort cérébrale. On a bien vu qu'heureusement qu'il y avait l'OTAN, sinon on n'aurait pas vendu l'Ukraine. Donc moi, dans cette affaire-là, attention au truc. Les choses sont assez simples. La France, elle a une capacité de défense effectivement unique en Europe. Elle le doit à sa capacité propre. Ça, c'est l'histoire. C'est la loi de programmation militaire. Mais elle le doit également à ce qu'on appelle une alliance qui s'appelle l'OTAN. Donc moi, je veux bien que tout le monde fasse semblant de découvrir tout. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet. Sur la France, nous produisons, mais je rappelle que la loi de programmation militaire, aujourd'hui, en report de charge, c'est-à-dire que ce qu'on a mis au budget, ce qu'on ne décaisse pas, c'est 20%. Bon, donc il y a des sujets derrière ça. Donc ça veut dire quoi? C'est des sujets liés à la production, c'est des sujets au financement des entreprises, c'est la stratégie, c'est la question des alliances. Donc moi je veux bien qu'on ait tous des débats, mais vous prenez les canons César et non pas les chars César. Les canons César. La vérité c'est que on n'a pas su, nous les Européens, fournir suffisamment d'obus par exemple, ou d'autres matériels à l'Ukraine. Donc on a un sujet, aujourd'hui il y a un règlement européen qui est en discussion, EDIP, qui est de savoir si on va faire en sorte que l'aide dans l'aide européenne, il faut produire 65% de matériel en Europe ou pas. C'est ça les vrais sujets. Donc moi, j'entends bien, chacun se renvoie les trucs, très bien. Moi, je vous parle concrètement aujourd'hui. C'est vrai que nous avons un sujet, donc nous sommes les mieux dotés en France, mais pour autant, il y a un sujet global. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Donc nous, notre sujet aujourd'hui, au moment, par exemple, au moment où on se parle, la question de notre industrie, donc son financement par l'État, par les commandes et parce que c'est les deux vont de pair, et notamment l'accès au crédit, qui pose un problème en France, ça, c'est un vrai sujet. Donc moi, je veux bien qu'on débatte des choses qui sont réelles, sinon, Macron a fait bien, pas bien... Bon. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, c'est le sujet. On nous dit on ne peut pas continuer à soutenir l'Ukraine parce qu'on n'en aurait pas les capacités. On a les capacités. Attendez, il faut dire... Non, attendez, moi, je veux bien aussi qu'on raconte des histoires. Sans les États-Unis aujourd'hui, on n'a pas la capacité. Mais moi, pour une raison simple, attendez. Non, mais vous m'avez interrompu. Oui, mais attendez, parce que... Je veux juste finir ma phrase. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. Bon, bah allez-y, par exemple, sur le renseignement qui fait que l'Ukraine peut savoir à quel moment des avions décollent ou des missiles sont tirés. C'est les États-Unis. S'il n'y a pas cet espace de renseignement, ça ne marche pas. Mais moi, je dis donc, dans les deux sens. Donc, je veux dire par là, on peut toujours se dire, aujourd'hui, à court terme, l'Europe n'a pas la capacité de se substituer à l'aide américaine pour la remplacer sur l'Ukraine. Nous avons, mais on ne fait pas les 100%. Le point, c'est quand même de se dire, pas qu'on l'a aujourd'hui, mais qu'il faut avoir le plus vite possible cette indépendance. L'Ukraine, non, attendez. Sur l'Ukraine, c'est maintenant. Oui, bien sûr, et c'est ce que nous faisons. Quand 60% de l'aide à l'Ukraine, elle vient de l'Union européenne, on est d'accord. Mais on peut se donner comme objectif. Et c'est pas ce que font... c'est demain, c'est pas dans 1 an, dans 2 ans. On va parler du financement de l'effort de défense, et cette phrase de François Bayrou qui dit non à un retour à la retraite à 62 ans. Avant de vous faire réagir, un point sur les chiffres des retraites, Alex. Oui, ce sont les chiffres du dernier rapport de la Cour des comptes qui a été commandé par François Bayrou, rendu il y a 1 mois. Dès cette année, notre système de retraite, tout régime confondu, est en déficit de 6,6 milliards d'euros, et ce jusqu'en 2030. Et en l'absence de nouvelles réformes, le déficit des retraites atteindra 15 milliards d'euros en 2035, 31 milliards en 2045. Alors, quels seraient maintenant les effets de différentes réformes sur ce déficit des retraites? Eh bien, si on abaisse l'âge de départ de 64 ans à 63 ans, cela aura un coût de 5,8 milliards d'euros en 2035, alors que si on augmente l'âge de départ à 65 ans, cela offrira, par exemple, une recette supplémentaire pour les caisses de retraite de 8,4 milliards d'euros en 2045. Est-ce que, compte tenu de ces chiffres, Léon de Fontaine, François Bayrou n'a pas raison de dire qu'on ne peut pas se permettre de reculer l'âge de départ à la retraite? Il n'a pas raison parce qu'il
se dédie. Enfin, je veux dire, il revient sur les promesses qu'il a faites. On a quand même réuni un conclave. Quoi qu'on pense du conclave, etc., il a dit ce sera aux partenaires sociaux, aux organisations patronales et syndicales de discuter, de regarder si on peut remettre à l'ordre du jour une réforme des retraites avec un tabou qui a été levé, celui de l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, il y revient. C'est-à-dire qu'il est en train d'instrumentaliser et de profiter de ce qui est en train de se passer à l'autre bout du continent, en Ukraine, pour dire ça sera aux travailleurs de faire des efforts pour tuer notre modèle social. Et je le dis, j'ai entendu des discours très forts de la part d'Emmanuel Macron sur la souveraineté de la France, sur notre indépendance à l'échelle continentale. On n'aura pas d'indépendance si on casse notre modèle social. Le modèle social français, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire notre force. C'est parce qu'on a des services publics, c'est parce qu'on a un système de sécurité sociale qui permet à ce que les travailleurs, quand ils sont malades, eh bien, ils puissent continuer à vivre et pouvoir se soigner à bas coût, voire même gratuitement. C'est le principe même de la sécurité sociale qui permet à ce qu'on ait justement des travailleurs performants, compétitifs sur la scène internationale. Et on viendrait remettre en cause cette richesse inestimable. Mais à un moment, il faut arrêter, encore une fois, avec le 2 poids 2 mesures. On ne peut pas dire le matin, on a besoin d'être indépendant, et le soir, on va tuer notre modèle social qui nous a permis d'avoir aujourd'hui quand même une voix reconnue sur la scène internationale. Donc, vous voyez bien que c'est pas sérieux. Et encore une fois, les travailleurs n'ont pas à payer le prix de la guerre. On a d'autres modèles qui peuvent être pensés pour pouvoir justement assurer notre défense nationale et défendre un autre modèle social. Et en l'occurrence, le président refuse de lever le tabou. Le vrai tabou, c'est les règles européennes, les règles austéritaires. On voit bien que le libéralisme, et notamment la règle des 3% de déficit, aujourd'hui, contrevient directement à la possibilité pour des pays membres de l'Union européenne de, justement, de retrouver leur indépendance. Je disais, le réarmement, il n'est pas que en matière de défense nationale, mais si on a besoin de réindustrialiser le pays, en effet, il faut avoir accès à des crédits. Pourquoi pas à taux zéro, voire à taux négatif, qui permettrait de réindustrialiser le pays et de produire davantage de richesses sur le territoire national. Il est là le vrai sujet sur les retraites. C'est comment on produit suffisamment de richesses sur le territoire national pour permettre de financer un système social. Rachid Temal. Dans cette affaire-là, c'est un strike de M. Bayrou. Parce que d'abord, vous vous rappelez que les chiffres sont totalement faux dans ce qu'il raconte. Il nous a dit qu'il y avait un déficit caché. La Cour des comptes a démontré que c'était faux. Hier, il prend la parole sur le système public. Ça a été encore démontré par la Cour des comptes. Bon, ça, c'est la première chose. 2, il a pris des engagements qui semblent ne pas tenir. Je ne reviens pas sur le fait qu'il ait proposé un dialogue social. Je sais que c'est devenu un mot tabou dans la Macronie. C'est un dialogue social avec des partenaires sociaux. Voilà. Et donc, très honnêtement, moi, j'attends simplement la fin du dialogue social, puisque l'engagement, c'est qu'il y aura d'abord un dialogue social et ensuite le Parlement. Et si effectivement il vient nous expliquer qu'il s'assoit sur le dialogue social, alors il y a une motion de censure et il chutera. Si jamais il va jusqu'au bout, nous aurons un débat. Parce que là, ce que vous montez comme chiffre, c'est encore une fois, il n'y a pas la dynamique. Parce que tout ça, tout est bon. Donc moi là-dessus, c'est un faux débat. Sur le modèle social, très honnêtement. Je reprends la phrase de Churchill. Quand il était Premier ministre, des gens lui disaient, pour financer les efforts de défense, on peut baisser ou quasiment supprimer le budget de la culture, le ministère de la Culture en Angleterre. Mais dans ce cas, c'est quoi la différence entre nous et les nazis ? Parce que si, en fait, ce qu'on propose aux Français, c'est, contrairement aux dictatures, de retirer tout ce qui fait, j'ai envie de dire, le plaisir d'être dans une démocratie, alors il n'y a pas de combat. Et donc, moi, je crois que dans la démocratie, vous avez aussi le modèle social. C'est tout ça qu'il faut préserver. Et donc, arrêtons de faire croire aux Français que c'est l'un ou l'autre. Prenons concrètement les choses. Aujourd'hui, personne ne sait budgétiser l'effort nécessaire, financier nécessaire, pour atteindre nos objectifs. Et on commence déjà par dire ce qu'on retire. Donc moi, je propose que d'ores et déjà, on dise ce dont nous avons besoin dans une stratégie de développement, je l'ai dit, de armement, etc. Puis après, nous aurons ce débat-là. Mais là aussi, on commence à faire peur aux gens pour rien. Et la réponse d'Éléonore Caron en conclusion ? Est-ce qu'il vient d'être dit par Léon de Fontaine et Rachid Temal ? Moi, je pense que c'est pas parce que le Premier ministre a fait cette déclaration que c'est la fin du conclave, qu'il y a la fumée blanche et que la messe est dite. Aujourd'hui, en plus, il est contredit par ses ministres. Éric Lombard, Astrid Panosyan disent que c'est pas la fin du conclave et qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Aujourd'hui, on a justement ces partenaires sociaux qui sont toujours réunis. On a des points de discussion qui sont tout à fait pertinents. On a la question de quelle retraite pour qui, la prise en compte, la meilleure prise en compte, parce que c'était déjà dans la réforme des femmes, des aidants, des carrières payées. Donc, il n'aurait pas dû dire ça ? Moi, ce que je dis, c'est que ça n'est pas la fin de cette discussion que moi, je trouve est très importante entre les différents partenaires sociaux, comme vous dites, et c'est de là que doivent émerger d'autres solutions. Maintenant,
réfléchissons à 2 secondes. Vous parliez de dynamique tout à l'heure. Aujourd'hui, la dynamique, c'est que l'espérance de vie se rallonge. Aujourd'hui, la dynamique... En bonne santé ? L'espérance de vie en bonne santé se rallonge. Il y a 9 ans d'écart entre un cadre et un ouvrier. Comment vous gérez ça ? Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ces sujets-là que nous devons aborder. Mais la réalité, c'est qu'on vit... Il s'est planté, dites-le. Non, mais moi, ce que je suis en train... Il faut laisser le dialogue social. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est réfléchissons... Mais prenons en compte la réalité aujourd'hui, y compris la réalité démographique de notre pays. Lorsque vous voyez d'autres pays européens, comment est-ce qu'ils traitent ce sujet-là, moi je pense qu'il y a des inspirations à tirer et que le dialogue est toujours en cours. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On continue à parler de l'Ukraine puisque c'est à la une de la presse régionale. Et Alex, la guerre en Ukraine à la une de la Dépêche du Midi. Et cette question, une trêve en Ukraine est-elle possible alors que Donald Trump, le président américain, et Vladimir Poutine, le président russe, doivent s'entretenir aujourd'hui par téléphone sur le projet de cessez-le-feu prévu par Washington et signé par les Ukrainiens. Mais les exigences de Vladimir Poutine sont élevées pour signer ce cessez-le-feu. Il veut, je cite, garantir la résolution des causes profondes du conflit. Autrement dit, la Russie demande un statut neutre pour l'Ukraine qui ne devra pas à l'avenir entrer dans l'OTAN. Alors sur ce point, Trump est d'accord et il est même prêt à parler, je cite, du partage de certains territoires ukrainiens occupés par la Russie et d'usines de production d'énergie. Et dans ce contexte de réarmement de la défense européenne, les dernières nouvelles d'Alsace s'intéressent à l'Eurocorps. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'Eurocorps, c'est une sorte d'embryon d'armée européenne. C'est un état-major militaire basé à Strasbourg et composé des soldats de 6 pays européens, dont la France. L'Eurocorps a été créé en 1992 et il peut effectuer des missions de gestion de crise au nom de l'Union européenne. Il pourrait, avec ses 65 000 soldats au maximum, eh bien, par exemple, composer les troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, souhaitées par Emmanuel Macron et les Britanniques. Donc, une interview très intéressante du général polonais de l'Eurocorps à lire dans les DNA. On parle des municipales à 1 an du scrutin. À Lyon, pour y avoir une surprise. Et oui, avec un sondage qui fait la une du Progrès de Lyon, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, bien connu des amateurs de football, apparaît comme le mieux placé pour déloger l'écologiste, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Jean-Michel Aulas est à 17% des intentions de vote. Derrière Grégory Doucet, 22%. Dans ce sondage qui a été commandé par Jean-Michel Aulas, il n'est pas encore candidat officiellement, mais il s'y prépare. Donc l'idée, c'était de voir s'il a des chances de conquérir la capitale des Gaules. On suivra tout ça. Merci Alex, merci Eleonore Carrois, merci Rachid Temal, merci Jean de Fontaine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Sens Public. On se retrouve demain.